Bonjour, soyez les bienvenus, c'est à nouveau un rendez-vous avec. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec la politique, mais également la santé. Nous allons parler Covid-19, nous allons parler vaccination, nous allons parler pandémie avec le député de la 6e circonscription de la Loire. Il s'agit de Julien Borovzik. Et puis nous parlerons également de politique, puisque nous avons rendez-vous dans quelques semaines avec les élections départementales et régionales. Et nous aurons peut-être des scoops. Tout de suite, on retrouve le député, Monsieur Julien Borovzik. Bonjour Julien Borovzik. Bonjour. Bienvenue donc dans ce rendez-vous avec. Vous êtes député depuis 2017. Est-ce qu'on peut déjà tirer un premier bilan à un an du terme de ce mandat? Évidemment, heureusement d'ailleurs, c'est intéressant de pouvoir tirer des bilans. Bilan sur le coronavirus bien sûr, mais en premier lieu sur l'investissement sur le terrain, la présence dans les communes, puisque la 6e circonscription c'est 123 communes, donc beaucoup de nécessité d'être présent au plus près dans toutes les problématiques municipales, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, pour accompagner les maires et les élus locaux, et puis évidemment accompagner la population au travers du travail dans la circonscription, mais également aussi à l'Assemblée nationale, parce que le rythme du calendrier parlementaire est important et on a dû voter, travailler souvent beaucoup au bénéfice de la population. Est-ce que ça correspond à l'idée que vous aviez du rôle de député? Alors c'est vrai qu'on se rend compte que le temps législatif est un temps qui est long. Je crois que tant qu'on l'a pas vécu de l'intérieur, on s'en rend pas compte. C'est vrai que, étant médecin à la base, c'est vrai qu'on est dans l'activité immédiate, on décide, on fait une ordonnance, on fait des conseils immédiats. Là, il faut travailler, concerter, rencontrer, essayer de faire avancer ses idées, les faire se rencontrer avec d'autres idées, et donc ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que on se rend compte à quel point pour faire avancer tel ou tel projet, il faut parfois 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et c'est ça qui est un petit peu surprenant parfois. On voit beaucoup de députés dans des commissions. Vous, j'ai vu, vous étiez aussi président d'une commission. Ça se passe comment, les commissions? Quel est le rôle et puis comment ça fonctionne? Alors c'est vrai que c'est une activité qui est finalement mal connue des électeurs, des citoyens en général. Souvent on nous dit vous n'êtes pas dans l'hémicycle. Oui, mais parce que en même temps il y a le travail dans la commission qui est l'antichambre du travail dans l'hémicycle, où on va discuter les propositions, les projets de loi, faire des auditions, etc., etc. Alors il est vrai que moi je suis vice-président de la commission des affaires sociales, c'est donc une des 8 commissions permanentes de l'Assemblée nationale, qui traite évidemment de la santé, du travail, etc., etc. Et puis j'étais président de la commission d'enquête coronavirus à l'Assemblée nationale, donc là c'est plus spécifique, c'était vraiment des auditions en lien avec le coronavirus. Le but n'était pas de faire un travail de texte de loi, mais simplement de comprendre ce qui s'est passé pendant cette crise et ce qui se passe encore. Alors on a beaucoup de gens qui râlent dans cette épidémie, les pour, les contre, les j'aurais fait mieux. On se rend compte que finalement nos voisins ne font pas vraiment mieux. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire de plus, ou de moins, ou de mieux, ou de moins bien, pour que les gens soient un peu plus réalistes de cette situation? Je crois qu'il y a besoin de faire de la pédagogie. Je crois qu'il y a besoin aussi de se comparer par rapport aux autres pays où on voit que finalement on est bien fragile face à un virus qu'on connaît encore peu finalement et sur lequel on a encore beaucoup besoin de travailler, de mieux comprendre comment ça se passe. Vous savez, j'aurais pas l'outrecuidance d'aller dire on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça. Vous savez, en tant que médecin, il y a des choses que j'ai pu dire le matin et qui probablement n'étaient peut-être plus encore très vraies le soir parce que on voyait à quel point ce virus, il est difficile à appréhender. Donc je crois qu'avant tout, il faut dire aux Françaises et aux Français que l'État les accompagne, et on le voit aujourd'hui avec toutes les aides qui ont été mises en place et c'est bénéfique, et on enverra le crédit à la sortie de la crise, d'un point de vue économique, social, mais également sanitaire. Mais qu'il faut aussi savoir se comparer par rapport aux autres pays, et que ça n'est pas qu'en France que c'est difficile partout. Et quand on est médecin, c'est bien évidemment plus facile, mais comment on explique à ses concitoyens que le restaurant doit rester fermé, que le cinéma doit rester fermé, que la salle de sport doit rester fermée? J'imagine qu'il doit y avoir une pression incroyable. Oui, et en plus, je peux comprendre que beaucoup s'interrogent, que l'on soit citoyen ou qu'on soit même professionnel. C'est-à-dire que moi j'ai entendu beaucoup de gens dans les salles de sport, dans les restaurants ou ailleurs me dire mais on sait faire respecter les gestes barrières. Et c'est vrai, pas toujours partout, mais globalement,
Dans l'immense majorité des cas, on sait le faire. Le gros problème, et c'est pour ça qu'on a fait des confinements, semi-confinements et limitations de mobilité, parce qu'on s'est rendu compte que la création du flux de population, c'est ça qui était le plus embêtant. C'était pas tant d'aller dans un endroit, quoique dans un restaurant on enlève le masque, donc il y a quand même un risque de contamination, mais le fait de créer du flux de population, pour aller au cinéma par exemple, eh ben c'est un risque de contamination. Donc du coup, on a limité le flux, c'est pour ça qu'on est limité en nombre de kilomètres et qu'on a fermé un certain nombre d'établissements. Au jour, j'allais dire d'aujourd'hui, la phrase bateau, mais est-ce que quand on regarde les réseaux et qu'on voit tous ces gens dans le métro, tous ces gens côte à côte dans les avions, est-ce qu'il n'y a pas un double langage? Et c'est peut-être pour ça que les gens de la Saint-Étienne qui sont surpris quand on leur dit, qu'on leur donne des choses à faire alors qu'ils voient sur les réseaux d'autres choses. Après, vous savez, et c'est vraiment un terme qu'on aura beaucoup entendu pendant cette crise, c'est le rapport bénéfice-risque. C'est-à-dire, comment on fait pour être sur cette ligne de crête qui, en même temps, vous permet de limiter le risque sanitaire et en même temps de continuer une activité économique. Donc, il faut qu'on puisse continuer une activité économique. Il est important que le pays continue de progresser. Et puis, le risque dans les transports en commun, il est souvent très limité parce que le contact se fait peu, dans un bus, dans un métro, pas longtemps en tout cas, et puis avec les gestes barrières. Et puis dans un train, dans un avion, il avait été prouvé que le risque est très faible pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils sont ventilés en permanence avec un changement, un brassage de l'air permanent, ce qui limite considérablement le risque de dissémination du virus. On entend beaucoup de choses sur les masques, vous êtes médecin. Est-ce que le masque, finalement, c'est une garantie supplémentaire ou alors finalement, c'est qu'un accessoire? C'est pas un accessoire, c'est pas une garantie, c'est un outil. Ça fait partie des outils, comme le lavage des mains, parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup arc-bouté sur le masque, mais le lavage des mains est capital. Aujourd'hui, on voit bien que l'épidémie progresse alors même qu'il y a des masques tout le temps, en permanence. Donc ça veut dire qu'il faut continuer les gestes barrières, il faut limiter les flux de population. Et on voit d'ailleurs qu'en limitant les flux de population, donc en ne faisant pas un confinement strict, on arrive quand même à faire baisser le taux d'incidence actuellement. Et vous répondez quoi à tous ces gens qui vous disent qu'ils ne peuvent pas respirer avec un masque? Alors je réponds tout simplement, petit 1, que quand ils me posent la question, je leur prends la saturation au cabinet et on voit que c'est la même, et que je n'ai, je crois, jamais entendu parler d'une asphyxie d'un chirurgien pendant qu'il opérait, depuis le début, que les chirurgiens portent des masques. Dernière chose sur les masques, moi je vois énormément de gens qui portent le masque juste sur la bouche. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'ils sont dangereux ces gens-là? Ou alors est-ce qu'il faut, comme quand on dit à quelqu'un, votre masque il est mal mis, qui vous envoie un peu chier, allez, on va le dire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces gens-là? Il faut leur dire que ça ne sert à rien sur la bouche ou sous le menton? Ça sert pas à grand-chose. Effectivement, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a ça, il y a le fait aussi que parfois les masques sont utilisés et réutilisés. J'ai vu des masques vraiment très très sales dans les transports Oui. en commun, donc je me demandais quelle était l'efficacité des masques qui deviennent marrons. Autant en acheter un noir tout de suite, comme ça au moins on voit moins. Mais non, effectivement, un masque qui n'est porté que sur la bouche, il est quasiment pas efficace parce qu'il y a évidemment une excrétion du virus par le nez. C'est dommage. Et puis c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup, des gens qui baissent, qui montent, qui touchent, qui tripotent en permanence leur masque. Et évidemment, là aussi, c'est encore de la pédagogie à réaliser. On voit bien qu'un an après, eh ben, il y a encore de la pédagogie à réaliser. Dernière chose sur les masques, moi j'ai travaillé dans le textile, donc je connais un peu le mécanisme, mais comment ça se fait qu'on ne peut plus faire des masques en France? Est-ce qu'on va refaire des masques en France? Parce que finalement le virus vient de Chine et les masques aussi. Alors on faisait déjà des masques en France. En fait, on faisait déjà des masques en France. Il y a des producteurs de masques papier. Alors le tissu, c'est venu après dans le cadre de la crise, mais il y a des masques qui sont fabriqués en particulier sur Roanne. On continue. C'est une filière qui évidemment est importante à poursuivre, à développer. Mais si vous voulez, elle existe déjà. Et en fait, cette filière, elle existait et elle était largement suffisante pour les besoins en masques qu'on avait dans notre population. En fait, ce qui a été fait et dit et engagé, et que c'était pas uniquement en France, c'était partout dans le monde, c'était de se dire, de toute façon, en cas de problème, on a largement de quoi fabriquer des masques, pour pas cher, on va dire ce qui est, en Chine. Sauf que pas de chance. Ce qui s'est passé, c'est que le virus a commencé par la Chine, et même plus particulièrement dans la zone où on produit le plus de masques en Chine. Donc évidemment, ça a coincé toute la mécanique mondiale, pas que française, mondiale. Tous les pays ont été dans la même situation. Dernière question philosophique, est-ce que c'était inévitable ce virus, ou on aurait pu l'éviter? Et autre question, est-ce que finalement tous ces virus qu'on nous annonce, c'est pas un effet, j'allais vous dire, c'est un effet... que l'humain, il va falloir qu'il s'adapte à vivre à longue durée différemment?
Alors, il y a beaucoup de questions dans Oui, votre j'en ai question. plein, hein, c'est pour ça, il y a embouteillage. Mais il n'y a pas de souci. En fait, le gros problème, c'est que oui, le risque est inéluctable et était inéluctable. Maintenant, c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup avec ce qu'on voit aujourd'hui. Avant 2020, la problématique majeure et la préoccupation majeure de tous les États, en particulier européens, c'était l'attaque terroriste. Et l'attaque éventuellement chimique, mais absolument pas, beaucoup moins l'attaque virale. Pourquoi on a besoin de s'en préoccuper? Parce qu'on voit bien qu'on a de plus en plus d'habitants qui sont regroupés de plus en plus dans des villes, donc avec un risque de dissémination majeur, et puis avec des échanges internationaux, en particulier via l'avion, qui disséminent beaucoup plus rapidement qu'auparavant une épidémie. Lorsque vous aviez la peste, l'épidémie, elle prenait des mois, voire même des années pour se disséminer, et puis elle était très vite localisée, même si ça a fait beaucoup de morts. Aujourd'hui, ça part comme un feu de broussaille. J'ai vu déforestation et puis aussi les animaux qui se rapprochent de plus en plus de l'homme. Oui, bien sûr. Et puis aussi la température qui augmente. Oui, c'est des petits degrés. C'est toute une conjonction de choses. La déforestation est effectivement quelque chose d'assez important. Vous savez, le virus, le VIH, est manifestement dû en fait à la transmission du VIS, qui est le virus d'immunodéficience simiesque, donc du singe, qui s'est propagé à l'homme. Parce que mutation et encore mutation. Dans ce Covid-19, la grande chose aujourd'hui, c'est la vaccination. Est-ce qu'on a bien fait là aussi? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on va pouvoir vacciner tout le monde d'ici quelques mois qui arrivent? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est à quantité de doses livrées, limitées, comme de nombreux pays, en particulier tous les pays européens. Et donc la question, c'était de se dire, on a un nombre de vaccins déterminé par nombre d'habitants dans chaque pays. C'est partout pareil en Europe. Comment on fait pour les utiliser? Alors, beaucoup de pays ont dit, on va utiliser les vaccins larga à manu, dès qu'on les reçoit, on les envoie. C'est ce qui a eu du mal à être compris au début, c'est qu'on a privilégié les personnes à risque. Et aujourd'hui, ça paye. J'étais, il y a encore quelques minutes, au CHU de Saint-Étienne, j'en discutais avec un certain nombre de médecins qui me disaient, eh bien, on est assez surpris de voir que finalement, malgré des taux d'incidence forts, on a évidemment beaucoup de gens hospitalisés, mais pas tant qu'on pensait les avoir au vu du taux d'incidence. Il y a donc une décorrélation entre le nombre de personnes contaminées, le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de décès, ce qui est fort heureusement très positif, parce qu'on a vacciné en premier lieu les personnes les plus fragiles. Maintenant, on reçoit beaucoup de vaccins. Donc il faut impérativement les distribuer au plus vite. Et lorsqu'on regarde les courbes, c'est assez intéressant de voir cette courbe en marche d'escalier, donc c'est-à-dire la livraison de vaccins qu'on a, et la courbe, mais vraiment qui suit de manière très parallèle, la vaccination. Ça veut donc dire qu'on est à flux tendu, tout ce qu'on reçoit, on vaccine. On n'a pas de stock, parce qu'on a déployé les centres de vaccination et très récemment les vaccinodromes. Est-ce qu'on choisit la marque des vaccins, j'allais dire le nom des vaccins, en fonction des patients, ou alors on ouvre un carton et on vaccine tout le monde comme ça? Parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des effets. Alors, là encore, c'est du rapport bénéfice-risque. S'agissant de l'AstraZeneca, AstraZeneca est un virus un peu différent des premiers qu'on avait eus, puisqu'on avait eu le Pfizer et le Moderna qui sont des virus à ARN messager. Le AstraZeneca est un vaccin à adénovirus. Donc effectivement, on a pu avoir quelques cas de thrombose sanguine. C'est très faible et le rapport bénéfice-risque reste évidemment en faveur de la vaccination parce que le risque de contamination et de finir en réanimation est quand même important. Bon. Partant de ce principe, on a quand même vacciné massivement les gens en ARN messager, aussi parce que ce sont les premiers qu'on a reçus et aussi parce que c'est ceux qui permettent d'avoir une immunité la plus rapide. Et on en avait besoin pour protéger les plus fragiles au début. Et aujourd'hui, on va avoir surtout de la livraison de Pfizer, donc on vaccine énormément au Pfizer. Le AstraZeneca, je dois reconnaître, a posé aussi le problème des livraisons qui étaient assez erratiques et qu'on n'a pas eu quand on voulait. Et moi-même, au cabinet, j'en ai pas eu tout le temps, malheureusement, parce que Astra nous a pas livré. On parlait des vaccins. Est-ce que c'est normal aussi qu'on n'ait pas de vaccin français? C'est un challenge sur la recherche. C'est évidemment un challenge. C'est regrettable, je peux pas vous dire le contraire. On aurait aimé que Sanofi Pasteur nous sorte un vaccin, c'est bien évident. Aujourd'hui, la question, c'est peut-être plutôt de se dire que il faut avoir un consortium peut-être plus européen dans cette histoire-là. Je rappelle quand même que 75% de la fabrication mondiale de vaccins se fait en Europe, parce que nous avons la technologie pour le faire en Europe. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas eu
le vaccin Sanofi-Pasteur. Tant qu'on est dans les vaccins, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Comment ça se passe pour les pays d'Afrique, l'Inde, tout ça? Est-ce que c'est l'Europe qui leur envoie des vaccins? Comment ça se passe aussi? On a souhaité budgétiser une partie là-dedans, et d'ailleurs le président de la République a beaucoup insisté au sein de l'Europe pour qu'on puisse faire un budget pour pouvoir aider les pays en voie de développement et les pays les plus pauvres. Soit dit en passant, on voit bien qu'il y a une diplomatie de la vaccination, et on voit à quel point la Russie, la Chine envoient gratuitement parfois des vaccins parce qu'il y a vraiment une diplomatie là-dessus qui s'est créée. Je pense que l'Europe a un rôle à jouer et qu'il faut qu'on puisse le renforcer encore. Mais il est bien évidemment prévu, et actuellement c'est le cas, qu'on puisse financer ou envoyer des doses de vaccins. Est-ce que là, quand on envoie des vaccins, on est dans le côté commercial pour l'après, ou on est encore dans le côté santé? Alors je crois que justement c'est peut-être ce qui a fait la différence entre la Chine, la Russie et l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe a réfléchi en se disant il va falloir qu'on prenne des solutions un peu radicales pour aider les pays les plus pauvres d'un point de vue sanitaire pur, alors que bien avant, la Russie, en particulier la Chine aussi, ont dégainé en se disant c'est un argument majeur d'un point de vue diplomatique et commercial. Les vaccins, c'était pas le produit miracle. Alors on parle de 2 vaccinations, 2 doses. Moi j'ai eu le Covid au mois d'octobre, on m'a parlé que j'étais immunisé 6 mois, donc j'y crois fort. Et on me dit qu'il va falloir faire qu'une dose. Quelles sont les règles là aussi? Parce qu'on entend tout et son contraire à la télévision. Donc quel est quelqu'un qui a été à peine touché ou beaucoup touché? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que chaque cas est différent? Il faut aller consulter son médecin? Quelle est un peu la démarche à suivre? Alors d'abord, il n'y a pas besoin d'aller faire une sérologie pour savoir si oui ou non vous avez des anticorps, etc. On considère qu'à partir du moment où vous avez été touché, que vous avez eu un test positif, que vous avez donc eu le coronavirus, quel que soit le niveau de gravité du coronavirus, vous avez développé des anticorps. La question du rappel, c'est simplement de restimuler, si vous voulez, cette immunité pour pouvoir lui permettre de durer dans le temps. C'est pour ça qu'on fait un rappel. Du coup, dans votre cas, si vous n'avez pas été, vous avez eu le coronavirus, et bien effectivement, une seule injection suffit simplement pour faire le rappel. La première injection, elle est là pour créer de l'immunité. Mais si vous en avez déjà eu, parce que vous l'avez eu, le coronavirus, eh bien, effectivement, on va faire seulement un rappel. Soit dit en passant, si vous avez eu le coronavirus, que vous croyez l'avoir eu, parce que vous n'avez pas eu de test, etc., on fera 2 vaccins, c'est pas grave, il n'y a aucun risque là-dessus, et votre immunité ne sera que plus forte. Là aussi, est-ce que c'est un vaccin qui va être régulier, comme la grippe, il va falloir se faire piquer toutes les années? Alors ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question à double titre. C'est-à-dire que la question se pose en se disant, est-ce qu'il ne faudra pas revacciner parce qu'il risque d'y avoir des mutations, donc sur lesquelles il faudra faire d'autres vaccins, ou parce que l'immunité qu'on a eue avec ces vaccins, eh ben, elle n'est pas suffisante dans le temps. Bon. Alors pour l'instant, le temps d'utilisation, le temps de validité de ce vaccin, on ne le connaît pas encore. On sait que c'est plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. Et la question aujourd'hui, c'est surtout de limiter le risque de mutation. Comment on limite le risque de mutation? Ben, on limite en faisant le moins possible circuler le virus. Pourquoi? Parce qu'un virus, quand il se reproduit, il risque de muter. Une mutation, c'est simplement une erreur dans la reproduction. Et donc, plus il va se reproduire, plus il va prendre le risque de muter. Donc, moins on veut qu'il y ait de mutation, si on veut qu'il y ait moins de mutations, il faut qu'on ait le moins de transmission possible. Donc, gestes barrières et vaccination. Justement, pour nous, les lambda, qui ne sont pas spécialistes de médecine, ça veut dire quoi, tous ces variants? C'est que le virus, il se duplique d'une façon différente? Ça veut dire quoi, un variant exactement? Alors, un variant, en fait, vous avez un virus, il se reproduit très régulièrement. Des millions et des millions de fois à une vitesse faramineuse. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un brin d'ARN messager, qui est un canevas qui permet de reproduire de la protéine à l'envi. Et vous avez ce copier-coller qui se fait en permanence pour reproduire de la protéine. Mais comme ça se reproduit des milliers, des milliers, des milliers de fois, eh bien, parfois on peut avoir une petite erreur qui vient se glisser. Alors cette erreur, elle peut amener un virus qui va mourir, parce que ça peut arriver, puis elle peut amener aussi un virus qui va avoir une mutation, en particulier sur la fameuse protéine S, qui est une protéine de surface du virus, et qui en mutant peut venir s'accrocher plus facilement ou moins facilement aux cellules. J'ai noté qu'il y avait environ 4 millions de personnes qui avaient reçu les 2 doses. On est en gros, je crois, 70 millions en France. Est-ce qu'on va prendre des années pour être tous vaccinés et parler de cette immunité collective? Ou alors est-ce que c'est quelque chose qui va s'accélérer? Comment ça va se passer là aussi? Parce qu'on est un peu dans le doute. Moi j'ai des gens qui me disent surtout pas me faire vacciner, d'autres qui me disent je veux me faire vacciner mais je ne trouve pas de créneau. Comment on fait là pour vacciner tout le monde?
Alors, d'abord, l'immunité collective, on commence à en parler parce que on commence à voir que le vaccin permet de protéger, bien sûr, des complications, ça on le savait, mais également de la contamination. Ça, on n'en était pas sûr. Donc évidemment, quand on protège la contamination, ça a un intérêt de se dire on va avoir une immunité collective et que si on a vacciné un peu plus de 60% de la population, on aura grosso modo couvert toute la population. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, effectivement, vous avez raison, on est environ 3,7 millions de personnes à avoir reçu 2 doses. Ce qui nous classe plutôt pas trop mal, parce que, pour mémoire, l'Angleterre est derrière nous dans ce classement, parce que l'Angleterre a vacciné sur une première dose, mais très peu sur la deuxième. Ça va être un vrai challenge pour l'Angleterre. La priorité aujourd'hui, et c'est pas une critique par rapport à ce que je disais sur l'Angleterre, parce que la priorité aujourd'hui, c'est de faire une première injection très vite. Et donc cette première injection très vite, on l'a fait actuellement avec une multiplication du nombre de doses. En janvier, on recevait environ 500 000 doses de Pfizer par semaine. Aujourd'hui, on en reçoit 2 millions. Sans compter le fait qu'on a de l'Astra, on a du Moderna, on va avoir du CureVac. Alors le Janssen, pour l'instant, est un petit peu sur la sellette. Mais voilà, on a la capacité de vacciner énormément. D'ailleurs, on monte sur plusieurs centaines de milliers de vaccinations chaque jour. Donc on va accélérer. Et franchement, aujourd'hui, les objectifs ont été tenus. On imagine avoir vacciné environ 30 millions de personnes en première dose courant juin. Franchement, on sera au rendez-vous sans aucun problème. Pour revenir à la vie réelle, ça veut dire qu'on va reprendre une vie normale, entre guillemets, ou alors une vie adaptée, ou alors, j'ai un peu envie de vous dire, on va rester dans ces gestes barrières et dans ce bon sens, parce que je me rappelle que finalement, dans les années 70, il y avait des plexiglas, on n'était pas en contact avec les gens, on respectait plein de choses que les bons conseils de nommer, quoi. C'est en France d'ailleurs qu'on a inventé l'hygiaphone. Mais plusieurs choses. Moi, j'ai été un fervent défenseur de il va falloir qu'on se teste, peut-être qu'on ait un passeport pour pouvoir aller dans tel ou tel endroit. Et puis finalement, on se rend compte que plus le temps passe, et plus je pense qu'on va passer ça va être binaire. C'est-à-dire de la période qu'on vit actuellement à la période, on est quasiment ouvert partout. C'est d'ailleurs ce qu'on voit en Angleterre, en Israël actuellement. Parce qu'on aura vacciné massivement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'espère bien et je pense franchement que, mai ou en tout cas beaucoup plus sérieusement juin, on va pouvoir réouvrir la majeure partie des structures, voire même toutes les structures, de manière assez libre. Pour en revenir à ce que vous disiez, j'espère qu'on gardera en tête le fait qu'il faille se laver les mains, qu'il faille porter un masque lorsque l'on est malade. Vous savez, on s'est tous moqués, un jour ou l'autre, de ces personnes d'origine asiatique qu'on croisait dans le métro en se disant « mais qu'est-ce qu'il faut avec un masque ?» En fait, ils n'étaient pas là pour se protéger eux-mêmes, mais pour vous protéger vous, parce que eux, ils étaient un petit peu malades, ils avaient de la fièvre. Et quand on voit aujourd'hui qu'on n'a pas eu de gastro quasiment, qu'on n'a pas eu de grippe cette année, il faut se poser la question, parce que je rappelle que la grippe, c'est entre 10 et 15 000 morts par an. Donc il faut peut-être se poser la question de savoir pour les autres années s'il ne faut pas qu'on réfléchisse un peu à ça aussi. Vous avez parlé de réouverture. Est-ce qu'avec les nouvelles règles, il n'y a pas aussi un enjeu économique et des endroits qui seront plus rentables aussi? Alors la question, c'est justement de pouvoir réouvrir de manière large. On le voit bien quand on va voir des gérants de bars, de restaurants, ils vous disent quoi? Ils vous disent aujourd'hui les aides fonctionnent bien, on est aidé comme il faut, c'est propre, c'est correct, ça se passe bien, et qu'ils préfèrent qu'on ouvre à jauge complète plutôt qu'à demi-jauge, parce qu'effectivement, ça risquerait de poser un problème financier, économique pour eux. Donc aujourd'hui, le challenge, c'est vacciner, 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 et faire en sorte qu'on puisse réouvrir massivement, d'un coup d'un seul, sans passer, ou le moins possible, par cette demi-jauge. C'est pas aussi l'occasion d'inventer des nouvelles formes de consommation? Bon, on l'a vu déjà. On l'a vu, les commandes par Internet, ça c'est sûr, mais c'est aussi, on l'a vu aussi dans la proximité, dans le consommer local, ça a joué quand même un rôle, et j'espère que ça continuera un petit peu, et même beaucoup. Pour revenir aux années 70, je vois sur des vieilles photos, et puis j'ai en mémoire des choses, beaucoup de petits kiosques. Vous aviez quelqu'un qui avait un petit kiosque et qui vendait des cafés. Ah. Il y a plein de petites choses qu'on pourrait faire, mais après on va arriver dans la structure française, où il faut 15 000 dossiers et 15 000 autorisations, quoi. Alors ça a été quand même grandement simplifié aujourd'hui pour les autorisations. Maintenant, est-ce qu'on va arriver à ça? Je ne sais pas. Je sais pas. C'est des idées que je vois, puisqu'on s'inspire toujours du passé pour créer le futur.
Je n'ai pas d'idée là-dessus. Je vous cache pas que je crois qu'il y aura forcément un après. J'espère en tout cas que cet après, il sera forcément plus positif et constructif et probablement plus responsable. Vous avez raison. Donc je crois qu'il faut se poser cette question-là. Oui, bien sûr, parce que ça sous-tend aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur la problématique du virus, c'est-à-dire soyons un peu plus responsables également avec d'un point de vue écologique, parce que c'est un vecteur de virus. Dernière question par rapport à cette pandémie. Là aussi, quand on regarde un peu ce qui s'est passé dans les années précédentes, on a eu des épidémies qui du jour au lendemain ont disparu. Notamment en 68-69, il y a eu une grippe japonaise qui a fait 2 millions de morts, je crois, et du jour au lendemain, elle a disparu. Est-ce qu'on n'a pas aussi l'espoir un peu que ça parte comme ça arrivé? Ou alors c'est utopique? J'aimerais vous dire que ce soit possible, mais depuis un an, on peut constater que malheureusement, ce coronavirus est quand même plutôt bien accroché. Mais il peut muter, effectivement, et on peut avoir des mutations. On peut avoir une mutation, si vous voulez, qui va devenir très contagieuse, mais peut-être beaucoup moins mortelle, ce qui est rare. Hein. Enfin, ça peut arriver. Non, je crois qu'il faut quand même surtout gestes barrières, vaccins. Et puis voilà, et puis se laver les mains et distanciation. Et puis je pense que dans les semaines qui viennent, d'ailleurs on le voit, hein, en Californie, en Angleterre, en Israël, on voit bien déjà que ça prend, ça marche. Donc il n'y a pas de raison que ça marche pas ailleurs. Dans tous les livres d'histoire, on voit que toutes les pandémies, l'hygiène a été très importante. Bien sûr. Donc il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Alors vous avez complètement raison, et ça c'est un sujet qui me tient à cœur en particulier depuis que j'ai présidé. Je vous dis ça parce que quand on se promène, on voit des masques par terre, on voit tout un tas de choses qui font que ni la responsabilité, ni le civisme n'existent encore. Mais j'irai même plus loin. Vous savez, moi j'ai un petit garçon qui a 5 ans et demi. Il a fallu attendre le coronavirus pour qu'il y ait un lavage de mains obligatoire avant d'aller en classe. Moi, je veux dire, quand j'étais petit, quand j'étais dans cette même maternelle de Savigneux, on se lavait les mains systématiquement. C'était obligatoire. Ouais. Et on revient au passé. Et oui. Et moi, je pense vraiment. Madame, au revoir, madame. Ouais, non, mais je crois vraiment, depuis que j'ai présidé la commission d'enquête, coronavirus, je me dis qu'il faut peut-être aller vers une loi de santé publique. Vous savez, regardez, vous parliez du passé, mais c'est vrai. Dans les années précédentes, dans le siècle précédent, on s'enorgueillissait de faire de l'adduction d'eau, d'avoir des toilettes, etc., etc. On n'a pas beaucoup progressé depuis un certain nombre d'années en termes d'hygiène publique et en termes de respect, que vous le disiez tout à l'heure, de l'hygiène publique. Donc ça, je crois qu'on a besoin d'avancer là-dessus, c'est important. Moi, j'ai un truc qui me revient en y réfléchissant. Quand on se promène dans les rues, encore nous, on est des hommes, on a encore une solution alternative. Mais regardez les toilettes. Moi, je ne mettrai jamais les pieds dans les nouvelles toilettes parce que je ne sais plus sortir après. Je suis bloqué dans les toilettes et au bout d'un moment, ça nous met un jet d'eau qui nous arrose les pieds. Alors, non, mais il n'y a pas des moyens. Là aussi, on est dans l'écologie, il n'y a pas des choses à faire, mais des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles que des grands machins où il faut appuyer, taper 5, taper 3, taper 4 et finalement, on s'en sort pas. Parfois, les grandes lois de la République sont parfois passent par des petits détails, effectivement, mais alors, dans un registre un tout petit peu différent, je vous avoue que quand je vous parle de santé publique, c'est quelque chose qui me tient à cœur, que les toilettes publiques, ça vous fait rire, mais c'est la réalité. Mais c'est ce que je constate tous les jours. Alors, je l'aborde avec un angle un peu différent. C'est-à-dire que je suis d'accord avec vous, c'est un peu compliqué parfois. Et les dames, vous imaginez mais, ça? soit dit en passant, je préfère quand même des toilettes comme vous décrivez, que rien du tout, ou des toilettes dans un état catastrophique. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a la disponibilité des toilettes partout. Parce que aujourd'hui, promenez-vous dans l'espace public, vous avez de moins en moins de toilettes, des toilettes en mauvais état la plupart du temps, et effectivement des nouvelles toilettes qui sont parfois un peu compliquées d'accès. Mais c'est un vrai sujet parce que c'est un problème d'hygiène publique là encore. Et je vous le dis parce qu'on entend de plus en plus. Oui, mais dans les écoles, les enfants ne vont plus aux toilettes, ce qui provoque des maladies. Les gens sont sales parce que c'est un peu la théorie de la cacahuète, vous savez, dans les bars. C'est le produit qui est le plus contaminant. Parce que tout le monde va aux toilettes et après va manger des cacahuètes sans s'être lavé les mains. On ferme la parenthèse. Ne m'invitez pas à l'apéritif. On ferme la parenthèse. Non mais on était dans l'hygiène, on tourne ça. Mais vous avez raison. On tourne ça à l'humour, mais. Non, mais vous avez raison. C'est un vrai sujet de société finalement. Mais vous avez raison. Et je vous cache pas que j'ai déjà commencé à travailler avec mon équipe pour essayer de. Mais c'est pas toujours évident. Parce que c'est pas que du législatif, c'est surtout beaucoup du décret. Mais de structurer un petit peu quelque chose sur l'hygiène publique parce qu'on a perdu en hygiène publique aujourd'hui. Vous savez, quand on se promène dans la rue, on est inondé de publicité. Et à aucun moment, on a un bout de savon et un point d'eau pour se laver les mains. C'est vrai. Alors qu'il y a encore 50 ans, il y avait des fontaines publiques, il y avait
Vous savez, on tournait, là, ça coulait. Mais je suis d'accord avec vous, c'est ce que je vous disais. Oui, on a régressé. On a régressé sur l'hygiène. On a sur l'hygiène personnelle, mais aussi sur l'hygiène publique, on l'a vraiment fait régresser, c'est très net, je suis d'accord avec vous, mais c'est aussi un problème de pédagogie. C'est-à-dire que quand des petits gamins, on leur dit il faut aller se laver les mains avant de rentrer en classe, après la récré, et quand vous êtes allé aux toilettes, etc., etc. Si on leur apprend ça tout petit, eh ben ça fera des adultes responsables là-dessus. Mais le problème, c'est qu'on l'apprend plus. Et puis c'est pas désagréable de se laver les mains. C'est même plutôt agréable. Voilà. Pour clore ce chapitre, est-ce que l'avenir, c'est aussi j'allais dire, les jardins publics, être dehors? Est-ce que la musique, on va la faire dehors? Est-ce que le sport, on va le faire dehors? Est-ce que finalement, l'avenir, c'est pas tout dehors? Alors ça dépend du Comme climat. dans les années 30, les guinguettes, on allait danser dans les... Ouais, ça dépend du climat un peu, mais... Parce que les salles de sport, ils font la grise mine, comme on dit. Ouais. Les restaurants, on en a parlé, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire dehors. Je pense qu'il y aura probablement une petite période de transition où on va peut-être avoir plus envie de rester dehors parce qu'on a été confiné, parce qu'on a cette peur de rentrer dans les espaces confinés. Mais je crois que bon, ça, on reviendra peut-être à la normale, ou en tout cas à l'ancien temps, entre guillemets, assez rapidement. Mais c'est une vraie question, surtout en termes d'utilisation de l'espace public, en se disant qu'il faudra peut-être se poser, et il faut se poser de plus en plus la question, en particulier en ville, des espaces verts et publics. Alors un autre sujet qui n'a rien à voir, j'ai eu l'info il y a quelques semaines par vos services notamment. Vous avez une idée que j'ai depuis des millions d'années, j'allais dire. Ah. L'autoroute. On dit on paye sur l'autoroute et on est bloqué, il y a des travaux. Et j'ai vu en plus tous les médias nationaux que vous avez repris. Oui. Comment est venue cette idée? Comment vous espérez faire bouger les choses? Parce que j'ai l'impression que là aussi, c'est pire que l'épidémie, c'est des grosses structures et ça ne bougera pas. C'est pas faux. Non, l'idée, elle m'est venue d'abord parce que en tant qu'usager des autoroutes régulièrement, parce que dans ma circonscription, vous avez ce tronçon qui va de Montbrison, enfin Boissy-les-Morons jusqu'à Vauchette, 1,20 € pour 11 km. C'est censé vous faire aller plus vite, mais le jour où vous avez 3 ou 4 km de travaux, ça vous embête un peu de payer 1,20 € alors que vous avez roulé à 90 sur une seule voie. Ben, c'est là que l'idée m'est venue en se disant mais c'est pas possible, on peut pas continuer de payer. Je veux dire, quand vous allez, vous prenez le train et que le train a du retard, la SNCF vous propose un remboursement ou quelque chose comme ça. C'est un peu normal dans le cadre des autoroutes. Surtout en plus, l'idée, si vous voulez, c'est de se dire on a vendu les autoroutes, ce que je regrette, mais c'est comme ça. On a vendu les autoroutes. À un moment donné, ça serait quand même bien que la puissance publique montre qu'elle est capable aussi de dire stop, on arrête, il y a des choses qui peuvent plus se faire. Donc je pense que c'est un vrai sujet. C'est un sujet donc qui effectivement a été relayé beaucoup. Et ce relais médiatique, m'a permis aujourd'hui de progresser aussi au sein du groupe qui me dit il faut qu'on discute de cette proposition de loi. Donc j'ose espérer qu'elle pourra avancer. Ça veut dire que vous avez pris du poids dans la République en marche. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que vous alliez me dire que vous avez juste pris du poids, mais... Non, mais je ne vais pas vous la faire toutes les années, parce que moi aussi j'ai pris du poids. Non, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce temps législatif qu'il faut arriver à gérer en se disant il faut qu'on arrive à trouver le levier pour faire avancer son idée. Mais là, c'est une idée que tout le monde partage, c'est une évidence, même si les sociétés d'autoroute la partagent moins. Alors on a beaucoup parlé d'épidémie, on a beaucoup parlé de choses un peu douloureuses, on va peut-être retrouver le sourire, on va parler d'élections, on va parler de politique locale. Moi j'ai été surpris, j'étais persuadé que le député Julien Borowczyk allait se présenter à la municipalité montbrisonnaise, et puis je ne vous ai pas vu finalement, qu'est-ce qui s'est passé? la feuille blanche. Non, ce qui s'est passé, c'est que simplement, évidemment que je suis attaché plus particulièrement à ma commune de Montbrison parce que j'y suis né, j'y vis, et donc je suis évidemment très attentif à ce qui se passe à Montbrison. Je crois qu'il y avait un problème de contrat moral avec les citoyens, c'est-à-dire que j'avais été élu en juin 2017, les élections municipales c'était mars 2020, se présenter aux élections municipales, ça voulait dire écoutez, si je suis élu adjoint ou maire, je ne serai plus député. Donc, pour Montbrison, il gardait Julien Borowczyk à un moment ou un autre, mais pour le reste de la circonscription, c'était quand même moins de 3 ans après une élection, je trouve une rupture de contrat qui était peut-être un petit peu précoce, à cause du cumul de mandats, et donc du non-cumul de mandats plutôt. Donc c'est pour ça que je n'ai pas souhaité le faire, parce que c'est un problème de légitimité et de contrat moral. Si on regarde bien dans toute la Loire, on a l'impression que, sans employer les grands mots, mais que c'était un peu la déroute pour En Marche, vu les scores. Comment vous l'expliquez? Ou alors est-ce qu'il n'y a pas d'explication, ou alors est-ce que vous êtes trompé sur la stratégie? Je parle d'En Marche, là, je ne parle pas du député.
Oui, j'ai bien compris. C'est pas un problème de stratégie, je pense que c'est un problème de mouvement, qui est un mouvement jeune, qui est basé essentiellement sur l'image du président de la République, avec certes beaucoup de députés, mais aujourd'hui la nécessité de construire sur le terrain. Et c'est pas toujours évident de trouver du monde pour aller construire ces élections, ces listes municipales. C'est compliqué une liste municipale à construire. Donc la question, c'est aussi de se dire comment on fait pour exister sans non plus se noyer, se mélanger avec d'autres mouvements sur lesquels on n'aurait pas forcément les mêmes idées. L'idée, c'est d'En Marche, c'est vraiment d'agglomérer les idées, les bonnes idées, c'est d'être transpartisan. Mais on voit que les clivages localement restent encore importants et il faut encore qu'on arrive à faire dépasser ces clivages et c'est pas toujours évident. Justement, en juin, il va y avoir les élections départementales et les élections régionales. On a du mal un peu à comprendre les alliances parce qu'il y a des partis qui soutiennent le président dans la politique nationale, les mêmes partis qui sont dans l'opposition, dans le côté local. Est-ce que finalement tout ce côté un peu tambouille politique, ça n'effraie pas les électeurs aussi? Je pense que effectivement, il y a beaucoup d'interrogations et que ça perd en lisibilité et en crédibilité. Je suis assez d'accord avec vous. Après, c'est vrai que plus on est sur un maillage local, plus évidemment la problématique locale prend le dessus, et c'est bien logique, et donc les idées peuvent être un petit peu les mêmes de part et d'autre de l'échiquier politique. Mais enfin, il y a quand même des choses qui font que il faut savoir se positionner sur des grandes idées. Et l'idée du social, de l'aide sanitaire, de l'aide des aides à domicile, etc., ça, ce sont des choses qui, en tout cas, moi, personnellement, me mettent en porte-à-faux avec la majorité départementale sortante. Justement, on a parlé de votre mandat de député. Première chose, est-ce que l'année prochaine, vous serez à nouveau candidat? Oui, bien volontiers, et je le serai, oui. Et qu'est-ce qui se passe si le président Macron est battu? Est-ce qu'En Marche n'existe plus? Ah, c'est une très très bonne question, ça. Vous savez... J'en ai d'autres plein encore. Mais allez-y, ça me fait... non, c'est toujours des bonnes questions. Mais celle-ci, j'avoue qu'elle est excellente parce que moi, je suis intimement convaincu que nous avons un parti présidentiel qui est structuré autour d'une personne emblématique, charismatique. Vous savez, je l'ai vu à l'époque lorsque le MoDem s'est créé. J'étais à l'UDF, passé au MoDem. Tout était structuré autour de François Bayrou. C'est un petit peu la même chose aujourd'hui, sauf que, entre-temps, évidemment, Emmanuel Macron a été président de la République, mais c'est un petit peu le même fonctionnement. Et je suis d'accord avec vous. Est-ce que demain, En Marche existera? Oui, probablement, mais peut-être pas de la même manière s'il n'y avait pas Emmanuel Macron. Je suis assez d'accord avec vous. Donc, l'avenir de la République En Marche, vous le voyez comment? Je le vois avec une ligne de conduite très claire, c'est-à-dire avoir cette capacité à poursuivre les réformes sociales et aider, comme on l'a fait actuellement, en particulier sur le Ségur de la santé, et en même temps protéger l'économie. C'est ce fameux en même temps. Je crois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans cette logique-là. Et la question, elle est aujourd'hui de ne pas se compromettre, et vous en parliez localement, de pouvoir continuer sur une ligne directrice de rassemblement transpartisan. Je crois que c'est aujourd'hui ce que attendent les Français, et en particulier en sortie de crise. Le fait d'avoir un très gros groupe dès le départ et puis qui s'est un peu effrité ou émietté, est-ce que c'était un avantage ou alors il y avait trop de voix différentes? Vous parlez du groupe à l'Assemblée nationale, ouais. Ça a été compliqué, je pense, à gérer pour tout le monde et je n'aurais pas aimé être président de groupe à cette époque-là. D'ailleurs, je ne souhaiterais pas d'ailleurs être président aujourd'hui, mais à cette époque-là, ça devait être encore plus compliqué. Parce que vous aviez énormément de députés, et j'en faisais partie, et j'en fais partie, de ces députés qui n'avaient pas été députés auparavant, ce qui n'est pas une tare en soi, puisque c'était des gens qui venaient de la société civile. Mais c'est vrai que l'organisation d'un groupe de 300 personnes, c'est pas évident. Et c'est pas évident non plus pour les députés parce que chacun souhaite exister, souhaite promouvoir ses idées. A fortiori parce que c'était essentiellement des gens qui venaient de la société civile, donc qui étaient bourrés d'idées, pleins de bonne volonté, et qui avaient énormément de projets. Il a fallu canaliser tout ça. Et puis peut-être qu'il n'y avait pas tous les codes aussi de la politique politicienne. Mais tant mieux, j'ai envie de vous dire. Vous savez, c'est une phrase du président de la République qui dit que ce sont pas, qu'on n'est pas, du moins, des professionnels de la politique, mais des professionnels en politique. Et c'est ça qui est assez intéressant, je crois. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça a demandé peut-être un petit peu de temps d'organisation au début. Je crois que cette fraîcheur-là, il faut la conserver encore aujourd'hui dans les élections qui viennent. Il faut faire du renouvellement. Il y en a besoin. Et avec l'élection d'Emmanuel Macron, est-ce que vous n'avez pas peur que
en mettant finalement ce coup de pied dans la fourmilière, on a un peu fait évoluer les choses, et que le prochain président, même si c'est Emmanuel Macron, il aura du mal à avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Parce qu'il y aura beaucoup de gens déçus qui ne vont pas râler, ou qui ne vont pas manifester, ou même casser, mais qui vont s'abstenir. Alors l'abstention est importante, ça je peux pas vous dire le contraire. Quand on voit les chiffres des gens qui vont voter, ça fait peur quand même. Oui, je suis d'accord avec vous. Je crois que il faut que les citoyens retrouvent du sens à ce que font les élus et qu'ils arrivent à retrouver, à comprendre à quoi ça correspond, à comprendre si oui ou non le vote qu'ils ont réalisé a donné des résultats. C'est difficile, hein. Il faut expliquer longuement, mais c'est vrai aussi qu'on a un empilement de structures politico-administratives qui permettent pas forcément de faire passer le message de manière très très claire. Donc oui, je pense que cette abstention-là, elle est complexe. Est-ce que le président de la République, réélu en 2022, pourra avoir une majorité ? Oui, probablement, j'en suis même convaincu, mais peut-être pas absolue, mais une majorité, parce que les Français l'avaient déjà montré en 2017, ils souhaitaient donner les pouvoirs au président pour éviter inéluctablement dès le début, une cohabitation, voire même une sorte de troisième république bis où ça valse tout le temps, au niveau du Premier ministre. De toute façon, on le sait très bien, les Français sont des latins, les Français sont des râleurs, et finalement, après, tout va très bien. Madame la Marquise, si on peut dire. On parle d'élections, Oui. en juin, c'est départemental et régional. Oui. Est-ce que vous allez être candidat à une de ces deux élections? Alors, les élections régionales sont des élections par scrutin de liste, à la proportionnelle. Donc évidemment, plus vous êtes haut dans la liste, plus vous avez de chances d'être élu. Et je pense que c'est important, plus que jamais, de faire monter des jeunes talents sur ces élections régionales. Donc évidemment, je ne suis pas candidat sur les régionales, parce que c'est important de vraiment faire monter les jeunes talents. C'est important de les faire monter également aux départementales, mais j'ai été nommé référent pour La République En Marche sur les départementales dans la Loire, donc évidemment, je m'intéresse de très près aux départementales. Ce qui veut dire que Julien Borowczyk sera candidat? Ce qui veut dire que Julien Borowczyk est très attentif au canton de Montbrison pour les élections départementales. Est-ce que j'avais vu votre référent, je crois, David Koffer, il y a quelques mois. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les candidats dans tous les cantons? Est-ce qu'il y a encore des trous? Est-ce qu'il y a encore des choses à négocier? Comment ça se passe là aussi? Est-ce qu'il faut faire des alliances? Parce que le département de la Loire est à droite et va y rester, à mon avis. Donc, comment vous travaillez? Vous savez, la question, elle est pas tant dans les alliances, je crois, j'en parlais il y a encore quelques minutes. La question, elle est dans la discussion et surtout avec une visibilité sur ce qu'on veut faire pour un département. Pour moi, le département, c'est pas que pour moi d'ailleurs, c'est quand on regarde le budget d'un département, il est quand même énormément tourné vers l'accompagnement, l'autonomie, le social, effectivement. Et je crois qu'il faut avoir une véritable politique sociale dans notre département. Et je trouve qu'elle n'est pas assez forte, pas assez dense aujourd'hui. Et il y a une autre chose qui m'intéresse dans ce département de la Loire, c'est qu'on est trop modeste dans la Loire et qu'on a une formidable attractivité dans le département. Continuons à la développer, mais surtout, il faut la développer plus vite. Voilà. Et donc, c'est pas forcément des alliances, mais c'est à mon avis une vision commune qu'on peut avoir sur ce à quoi sert un département. Et pour vous répondre très concrètement à votre question, non, il n'y aura pas En Marche partout dans tous les cantons. La question est vraiment d'avoir des gens qui ont envie de travailler. Ce ne sera pas forcément des gens qui sont tous En Marche encartés. Là encore, c'est une vision globale de se dire on n'est pas obligé d'être encarté. C'est la société civile aussi parfois. C'est une envie de travailler ensemble sur des idées communes. Pour diriger un département, il faut la majorité. Si vous n'avez pas la majorité, mais que vous êtes en possession de la voix, avec qui vous pourriez avoir des alliances à gauche, à droite, au cas par cas, comment ça se passerait? Parce qu'on a Alors, à situer En Marche. Je suis pas, moi vous savez, je crois beaucoup en le centre, parce que j'ai toujours été au centre politiquement. Et donc je ne crois pas qu'on puisse se construire en faisant des alliances ponctuelles, évanescentes et fugaces, parce que c'est pas crédible sur une ligne de conduite. Donc comme je vous le disais, la question c'est de se dire si nous ne sommes pas effectivement en majorité, eh bien la question c'est de se dire nous sommes une force qui prend ses responsabilités ou qui effectivement pourra travailler avec une autre force à condition que nous ayons des points communs de travaux sur le long terme et sur les 6 ans à venir, c'est-à-dire le social, l'aide aux personnes handicapées,
sous-tendu aussi par une vraie notion d'écologie, c'est important, et un développement de l'attractivité de la Loire. Alors, je ne vais pas être langue de bois, c'est pas mon style. On entend beaucoup que le département de la Loire, ses instances, c'est la maison de retraite. On a parlé de renouvellement. Le contraste, c'est qu'on dit ils sont trop vieux au département, entre guillemets, et quand on met des jeunes, ils ne sont pas élus. Quel est le juste chemin entre les deux? Vous savez, je crois qu'on a besoin aujourd'hui surtout d'innover. Moi, je crois beaucoup. Je crois vraiment que le département est typiquement le lieu de l'expérimentation, de l'innovation, de la contractualisation avec l'État sur des choses innovantes, etc., pour la prise en charge, là encore, des personnes handicapées, des personnes âgées, de l'écologie, enfin bref, plein de choses. Donc la question, elle est évidemment de l'âge du capitaine, mais aussi de se dire, innovons, soyons jeunes aussi dans nos réformes et dans nos innovations. Je crois pas que c'est forcément un problème d'âge légal, c'est un problème d'âge dans le programme. Comment on fait aussi? On a l'impression aujourd'hui que les métropoles ont remplacé les départements. On travaillera avec les métropoles, ou alors le département, finalement, il est voué à disparaître. Alors, je vais aller plus loin dans votre réflexion, parce que vous parlez des métropoles, mais il y a également les EPCI, c'est-à-dire les communautés de communes, communautés d'agglo. Alors, pourquoi on en est là? Tout simplement parce qu'il y a eu la loi NOTRe sur le mandat précédent. Cette loi NOTRe, elle a fait en sorte que les communautés de communes se regroupent pour devenir des grosses communautés de communes ou d'agglomérations, voire même des métropoles. Et on s'est arrêté au milieu du gué. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'idée, c'était de se dire, on va supprimer les départements. Or, aujourd'hui, les départements existent encore. Donc la question aujourd'hui, c'est de se poser justement l'idée de qu'est-ce qu'on va faire de tout cet empilement politico-administratif. Et effectivement, que doit-on faire aujourd'hui du département? Si vous voulez, je pense que on a besoin d'une réforme constitutionnelle. En tout cas, c'est ma vision des choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a bien vu qu'on avait calqué la construction des régions comme les Länder allemands. Sauf qu'on n'a pas le dispositif constitutionnel pour faire en sorte qu'une région ait un pouvoir comme un Länder allemand. De la même manière, on a créé les communautés de communes et d'agglomération ou les métropoles. Mais en fait, on les a pas dotés d'un pouvoir, et ça c'est un vrai sujet sur l'abstention, on les a pas dotés d'un pouvoir direct de lien avec la population. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vos élus dans les métropoles, les communautés de communes et d'agglo, ils sont pas élus par vous. Ils sont élus une fois qu'ils ont été élus au conseil municipal. Il n'y a pas de programme stricto sensu dans une communauté de communes ou d'agglomération ou dans une métropole. Souvent il n'y a pas forcément de bilan. Il n'y a pas forcément d'opposition. Voilà, il y a tout ce jeu politique qui fait vivre la démocratie, qui n'existe pas. Et aujourd'hui, on voit bien, et moi, vous savez, j'ai fait beaucoup de concertations citoyennes avec les gilets jaunes, et pas que les gilets jaunes, d'ailleurs, la population en général. Et souvent, c'était une remarque qui revenait fréquemment, y compris de la part des maires de petites communes, en disant on a l'impression de perdre pied, parce qu'on ne sait pas ce que c'est vraiment que c'est métropole, communauté de communes et d'agglo. Et là, je crois qu'il y a un vrai fossé qui est en train de se créer, parce que ce sont souvent ces structures-là qui lèvent des impôts, qui modifient plus ou moins le service, les déchets par exemple, la mobilité, et les gens comprennent pas trop ce qui se passe, y compris... Alors si même le maire, dans votre commune, dans une petite commune souvent, même le maire vous dit « mais moi-même, j'ai pas beaucoup de pouvoir », alors je comprends que les citoyens s'inquiètent. Pour finir sur le département, une dernière question qui me vient aussi à l'esprit. On l'entend beaucoup quand on voyage. Finalement, les gens ne savent pas où se trouve le département de la Loire. Ils sont incapables de le situer. Et même, je me rends compte que Saint-Étienne, ils ne savent pas le placer sur une carte. Oui. Ils ont un peu d'éclaircie quand on leur parle que c'est pas loin de Lyon. Pour nous, c'est pas une bonne référence. Mais bon. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un gros travail de communication? Je suis totalement d'accord avec vous. Vous savez... Donc je vais prendre ma carte en marche comme certains disaient. Ou je vais prendre ma carte chez Gilles Charles. Mais non, mais je suis à manger des cacahuètes. Mais non, mais alors, vous savez, d'abord, très fréquemment, pour aller dans votre sens, quand je dis je suis député de la Loire, souvent on me dit vous avez des jolis châteaux. Alors, Nantes, si tu te vers Nantes. Voilà, alors je dis effectivement on en a, mais c'est pas ce que vous pensez, mais on a des jolis châteaux, en particulier dans la plaine du Forêt. Mais j'ai souvent tendance à dire que, et je me mets dans le lot, nous sommes un peu des vaches. On regarde passer les gens sur l'autoroute. Moi, j'ai le croisement dans la circonscription de la 89 et de la 72. Vous avez plein de gens qui vous disent « Ah, Montbrison, on connaît. » « Ah bon, tu y es déjà allé ?» « Tu y es déjà allé ?» Même pas. Ils me disent « Non, parce que j'ai vu l'affiche sur l'autoroute. » Je dis « D'accord, mais bon, parce que c'est un lien est-ouest vachement fréquenté. » Ouais, passage.
Et on se rend compte aussi que quand les gens sont venus une première fois dans la Loire, ils vous disent bah, je reviendrai parce que c'est vachement bien, je connaissais pas. Tout à fait. Mais la question, c'est de les faire venir une première fois. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure dans le programme pour les départementales, attractivité, attractivité, attractivité. Je vais vous prendre un exemple très Et concret. explication aussi. Explication. Expliquer ce qu'on fait. Ce qu'on fait, qui on est, où on est. Mais je vais vous expliquer une chose. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un tweet là-dessus. Vous avez vu que le conseil départemental faisait de la pub pour savoir si J'ai vu ça. Martine était votre assistante sociale, etc., etc. J'ai bien rigolé. Ça m'inquiète parce que ça veut dire qu'il faut qu'on se justifie de savoir à quoi sert le département aujourd'hui. C'est un peu grave parce que ça veut dire qu'on considère que les gens n'ont même pas compris à quoi on sert. Quand on est conseiller départemental, c'est un peu grave à mes yeux. Bon. Mais, plutôt que faire des affiches comme ça, moi quand je suis à Paris, l'Indre-et-Loire, par exemple, c'était la photo que j'avais faite, ils font de la pub dans le métro. Aujourd'hui, les gens ont envie de partir des grandes villes. Putain, désolé de vous le dire, mais putain, pourquoi on fait pas la même chose dans la Loire? On n'est pas loin de Lyon, on n'est pas loin du TGV, on n'est pas loin de l'aéroport, on a la fibre partout, on est le premier département de France à avoir la fibre. On est un territoire attractif et on se met jamais en valeur. On fait de la pub pour la Loire à l'intérieur de la Loire, mais ça sert à rien. Mais vous avez dit quelque chose qui me choque un petit peu. Quoi? Et je me rends compte que quand on fait de la publicité pour nos territoires, on la fait toujours à Paris. Or, Parce que il y a des Marseillais qui découvrent la région et qui y restent. Mais je suis d'accord avec Il vous. y a des gens de toute la France. Alors si on pouvait un peu mettre des budgets un peu partout, Bien justement, et pas qu'à Paris. Mais vous avez raison. Mais j'ai envie de vous dire, vous savez, là, il se trouve que j'étais à Paris, comme j'y suis assez régulièrement, et donc j'ai pris Ce que cette j'imagine. photo. Mais j'ai envie de vous dire qu'on pourrait déjà commencer par faire de la pub à Lyon. Déjà, on ferait de la pub à Lyon, ça serait intéressant, éventuellement à Clermont, mais vous avez raison, à Marseille ou ailleurs, bien sûr. Il y a beaucoup de territoires qui ne nous connaissent pas. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Et les Verts, c'est bien, mais les Verts, c'est une image dans la tête. C'est tout. Vous savez, la plupart du temps, les gens, alors ça dépend des générations. Il y a des jeunes générations qui connaissent pas trop. Il y a des générations intermédiaires qui vous disent ben les Verts. Et puis Ou la mine. et voilà, des plus vieilles générations qui vous disent oh là là, c'est la mine. La Voilà. noire. Et donc c'est un petit peu dommage de rester là-dessus. Donc on est d'accord encore une fois. Bah oui. Deux petits sujets pour terminer en beauté. Oui. Je vous vois souvent réagir par tweet et des moments où vous fracassez un peu. Ouais. Est-ce que quand on fracasse le maire de Saint-Etienne ou même des fois Laurent Wauquiez, est-ce qu'il y a des retours de bâton? Alors, on va pas jouer à c'est celui qui dit qui est, mais je crois que le maire de Saint-Etienne a une très large avance dans des propos parfois totalement ignobles, déplacés, orduriers, qui ne grandissent pas les élus de la République et lui en premier. Donc je ne parlerai même pas de ça parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible et je ne suis pas le seul à faire cette remarque. Il a eu des propos très désobligeants à mon égard en conseil municipal il n'y a pas très longtemps. Il a eu les mêmes envers Régis Juanico. Je trouve ça inadmissible. Mais vraiment, très clairement, parce que si être maire d'une ville comme Saint-Étienne, c'est insulter les autres élus, avoir un ego surdimensionné et écrire des lettres au ministre en permanence, sans se foutre d'ailleurs de leur réponse, parce qu'en plus d'ailleurs la réponse est déjà faite avant même qu'il ait fait sa lettre polémique. Si c'est ça être maire de Saint-Étienne, alors je regrette vraiment et c'est vraiment tragique pour les Stéphanois, ça grandit pas Saint-Étienne. Bon, après les échanges par tweet, eh bien écoutez, ça fait partie du jeu envers Gaël Perdriau, envers Laurent Wauquiez. Vous savez, Laurent Wauquiez, c'est un hyper communicant. Bon, moi je le fais avec un tweet, ça coûte pas d'argent. Laurent Wauquiez le fait beaucoup avec l'argent public de la région. Bon, bah c'est comme ça, chacun a ses méthodes et chacun a ses moyens. Mais je pense que c'est important. Vous savez, je ne le ferai pas sur Facebook parce que le lieu d'échange qu'est Facebook est un lieu je le veux plus apaisé, c'est un lieu de communication. Le tweet est plutôt sur de l'attaque politique ou de petites phrases. C'est le principe du tweet d'ailleurs. Vous avez dit que vous n'irez pas à la région. Est-ce qu'on a le nom de la personne qui va conduire la liste En Marche dans la Loire? Parce que dans la région, ça sera Bruno Bonnel, oui. Dans la Loire, est-ce qu'on a le nom de qui va conduire la liste? Oui, tout à fait. C'est Quentin Bataillon, qui est élu à la municipalité en tant que conseiller municipal à Feurs et qui est le secrétaire général du groupe Agir à l'Assemblée nationale. La liste de la Loire, elle va comprendre combien de personnes, vous le savez, ça, non? C'est une bonne question. Une vingtaine. Oui, c'est à peu près ça, oui. Allez, on en a fini avec le sérieux et même l'humour, mais je voudrais finir sur une note un peu Oui. amusante parce que. Ah, vous me faites peur. Non, je vous ai vu passer chez Hanouna Ah oui. et ça m'a amusé de dire, tiens, je l'ai eu en studio et même avec des chats Hanouna, quelle progression pour moi qui n'ai pas bougé de ma chaise. Comment ça s'est passé? Comment on vous a contacté et comment ça se passe finalement des émissions comme ça où on a une image un peu comment dire, un peu de rigolote. Mais, Alors j'ai beaucoup hésité.
avant d'aller chez Hanouna. Parce que je suis souvent sur CNews, sur BFM, où on est dans un cadre quand même un petit peu plus sérieux, plus strict. Je vais dire plus strict. Plus sérieux, je ne sais pas, parce que parfois les débats sont pas très intéressants, et je prends ma part de responsabilité là-dedans. Écoutez, on est contacté voilà par le rédacteur en chef, qui est du coup devenu un ami. Parce que franchement c'est une grande famille, l'équipe à Hanouna, ils sont très très sympathiques, ils sont vraiment adorables, et Hanouna aussi. Le personnage a l'air très très sympa. J'ai découvert un personnage que je connaissais comme ça, qui avait l'air sympa, qui est dans la rigolade, etc., mais qui est quand même quelqu'un de particulièrement intelligent et très professionnel. Mais je me suis posé la question parce qu'effectivement, on se dit, est-ce que c'est la place d'un député d'aller dans une émission comme celle d'Hanouna ? Je me suis beaucoup posé la question. Dans mon entourage, c'était assez partagé, mais je me suis rendu compte qu'il y a un public Hanouna et que je ne vois pas pourquoi il faudrait toujours mettre CNews ou BFM pour avoir un débat avec un député. Il y a des gens qui regardent Hanouna parce que ça leur plaît, et donc c'est important qu'on soit aussi présent pour aller chez Hanouna et pour discuter de choses sérieuses, parce qu'on a eu des débats très sérieux chez Hanouna, et je crois que c'est important parce que ça fait partie de la population française, et c'est normal que je m'adresse à toute la population française. Mais c'est vrai que ce sont souvent des débats un petit peu houleux, mais c'est le principe de l'émission. Quand on va dans des émissions comme celle-ci ou d'autres, est-ce qu'on a des comptes rendus ou des remarques de peut-être des dirigeants d'En Marche nationaux ou des dirigeants En Marche de la Loire qui vous disent t'aurais pas dû dire ça, ou c'était bien, t'as bien fait? J'ai jamais eu trop de réflexion, c'est vrai. D'abord, de toute façon, en plus, parce que c'est ma liberté, j'engage ma responsabilité là-dedans. Par contre, c'est assez rigolo de voir à quel point il y a un audimat important, parce que on reçoit énormément de textos quand on est pendant l'émission en direct, on te voit à la télé, et on reçoit aussi tout un flot de tweets, pour ou contre, souvent contre, mais bon, ça fait partie du jeu. Très bien, on vous souhaite bonne chance pour les élections départementales. Au niveau du département global, puisque j'en suis le référent, effectivement, vous avez raison, merci. Je vous souhaite également de bien finir votre mandat de député, parce que j'imagine qu'il y a énormément de travail. Oui, c'est un travail permanent, mais j'ai envie de vous dire, allez, je vous parle très franchement, je pense que ça peut être, à bien des égards, parfois frustrant pour certains de mes collègues qui ne sont absolument pas issus du domaine médical, parce que ça fait 1 an qu'on est arc-bouté sur la partie sanitaire. Évidemment, c'est mon métier, donc ça me passionne, et je vais pas vous dire que ça me réjouit qu'il y ait le coronavirus, évidemment que non, mais en tout cas, forcément que c'est des choses qui me tiennent à cœur. Pour ça qu'on a fait la proposition de résolution sur le Covid long, que j'ai été médecin bénévole dans différents hôpitaux, que demain je serai au centre de vaccination de Montbrison, etc., etc. C'est ma part de responsabilité, et que cet après-midi, je serai à la Vallas sur Rochefort pour vacciner aussi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, car on a des gens qui ne nous répondent pas, et c'est un petit peu énervant. J'ai mis un peu de temps avant de répondre, c'est vrai. En tout cas, on a des députés, on a beaucoup de gens, et on aimerait avoir tout le monde, donc c'est pour ça qu'on lance l'appel. Le micro est vraiment ouvert à tout le monde, et on peut s'exprimer librement, bien entendu, dans le respect. Encore une fois, merci beaucoup d'être venu nous voir dans Rendez-vous avec, et puis bonne chance pour tout. Merci beaucoup, merci à vous.